quand même renaturer, c'est restaurer ou améliorer les fonctions écologiques d'un lieu, qui peuvent être biologiques, agronomiques, hydrauliques, en cherchant à amplifier l'éco-bénéfice attendu. Ce qu'on veut dire, c'est que remettre de la nature en ville aujourd'hui, c'est ne pas s'intéresser que à la valeur ornementale de la nature, mais on cherche vraiment à avoir un système écologique qui va pouvoir avoir des co-bénéfices, notamment de confort thermique, de mettre des arbres, donc confort thermique, lutte contre les îlots de chaleur, désimperméabiliser les sols aussi pour que les sols puissent absorber l'eau et combler les nappes phréatiques, et puis limiter les inondations. Et puis avoir des corridors, verts pour avoir des maillages, des continuités écologiques existantes de préservation de la biodiversité. Ce qu'on se voit aujourd'hui, c'est que dans le climat actuel, dans la nature, il y a plein de solutions en fait qui sont à la fois économiques et efficaces et qui sont à long terme en fait. Et c'est ça qu'on va chercher là-dedans, et c'est à chaque fois on va revenir à comment on recrée un système écologique en fait qui est viable aujourd'hui dans la nature. Donc voilà, pour vous parler un peu des données en fait, des outils qu'on a développés, c'est l'agence s'est intéressée depuis 2018 un peu plus précisément à cette question du couvert végétal. En fait, aujourd'hui, on a plein de données sur la ville. On a les nombres de logements, on a les nombres d'habitants, on a les typologies des bâtiments, on a plein de choses. Mais sur le couvert végétal, sur la végétation, on n'avait pas grand-chose. Et l'idée, c'était d'avoir un observatoire pour avoir cette donnée, pour pouvoir faire un état des lieux. En 2018, on a commencé à faire des tests sur la ville de Nantes. Pour aller très simplement, c'est vraiment, on est sur des empreintes vues du ciel. Donc on va regarder sur des photographies aériennes, sur des photos IRC, et on va analyser en fait la chlorophylle en fait des végétations. Ça va nous permettre d'avoir une image de ce qui est vert et ce qui n'est pas vert sur la ville, et d'avoir des chiffres qui vont ressortir. Et puis on va travailler avec un système qui s'appelle le LIDAR, qui comme une chauve-souris, ça envoie des billes, et on va pouvoir avoir la hauteur de ce qui est vert. Donc on va pouvoir regarder ce qui est vraiment de l'ordre de la strate herbacée, donc plutôt de l'herbe, et les hauteurs entre arbustifs et arborés. Donc on avait travaillé sur la ville de Nantes. Ensuite on a fait un partenariat justement pour utiliser ces données LIDAR avec Nantes Métropole, qui a pu donner cette synthèse du coup avec les chiffres clés. Ce qui va être intéressant, là c'était sur notre travail qu'on a fait sur Nantes, c'est qu'avant on avait une vision pré-espace public du couvert végétal. Les services des espaces verts, ils savaient combien d'arbres ils avaient d'arbres sur l'espace public et les parcs et tout ça. Grâce à cette technique pour analyser du coup cette empreinte vue du ciel, on a aussi la connaissance des espaces verts dans le privé. Et ça va être intéressant, on va avoir une vision très objective. Et c'est ce qui ressort de cette synthèse. Et une synthèse, alors j'ai oublié je ne l'ai pas ramenée, mais vous pourrez la trouver sur notre site, sur la ville de Nantes, qui montre aussi tous ces chiffres justement sur l'espace privé. Donc on est passé en fait d'une connaissance de 1050 hectares d'espace vert public à 2900 hectares en fait, si on prend tout l'ensemble, les espaces privés, et puis aussi tous les délaissés de voirie, tous les petits morceaux qu'on ne comptait pas forcément avant dans l'espace vert public. Pardon. Voilà, et du coup, donc ça permet d'avoir une vision globale, vraiment objective. Et alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, on a zoomé ici, c'est l'île de Versailles, si vous reconnaissez. Et grâce à ce LIDAR, on peut avoir aussi une vision très précise. Donc on peut classer les hauteurs de 2 mètres, de 2 à 5, de 6 à 10 mètres. On peut faire des classements en fonction des mètres. Et on va pouvoir voir vraiment les arbres de taille remarquable qui vont apparaître. Et après, en mettant en relation avec d'autres données, on voit bien le rapport entre les arbres, les grands arbres qui créent de la fraîcheur, et puis les îlots de fraîcheur qu'on peut avoir en ville. Après, c'est ça qui va être intéressant, ça va être aussi de croiser des choses. Donc on peut avoir une vision globale et à la fois une vision précise assez importante. On est en train de travailler aussi pour identifier le nombre de sujets d'arbres grâce au CIM, ce qui est aussi très intéressant, notamment si on veut regarder sur les équipements publics, là où il y a des grands arbres, et ben on va pouvoir travailler là-dessus. Voilà, ça c'était une petite illustration pour montrer justement que ce couvert végétal qu'on peut avoir assez fin à la parcelle, on va pouvoir aussi le croiser avec différentes typologies. Donc regardez si on est sur des typologies de logements individuels, de logements collectifs,
avec les îlots de chaleur, avec les évolutions aussi passées, on va pouvoir regarder dans le temps la diminution d'espaces verts et la construction de logements, notamment en second rideau. Donc, en croisant toutes ces données, on a pu sortir ces chiffres de synthèse et puis ça donne une image du couvert végétal dans les tissus urbains de la métropole. Voilà, et puis ça nous a permis, alors vous les trouverez aussi sur le site internet, des fiches communales avec des chiffres clés pour toutes les communes de la métropole. Et là, on est en train de développer le même outil à l'échelle du département. Donc avec aussi des fiches communales et des données pour accompagner. Parce que Laurent, du coup, tous nos adhérents sont en Loire-Atlantique et du coup, c'est pour aider les collectivités à connaître mieux leur territoire et à avoir un point de départ pour se fixer des objectifs. Donc voilà un peu sur la méthode. Pour les grands chiffres du couvert végétal, donc là vous retrouvez la carte au milieu qui est affichée. Donc ce qu'on voit, c'est sur les 53 000 hectares de la métropole nantaise, il y a 72% de couvert végétal si on prend l'ensemble de la métropole. On retrouve bien sûr les vallées vertes. On voit qu'en termes il n'y a pas énormément de forêt, on est à 21% de couvert végétal arboré sur ces 38 000 hectares. Mais on reconnaît bien les vallées vertes. Et on va voir que oui, la proportion du couvert végétal par rapport à 17% qui sont des espaces nus, des voiries, et 7% des surfaces bâties. Voilà, et ça c'est du coup ce qu'on va regarder grâce aux données foncières. On peut regarder la différence entre les espaces agricoles et vraiment ce qu'on appelle la nature en ville dans les tissus urbains. Où en fait ce qui est assez intéressant sur ce graphique, c'est que sur les 19 400 hectares des tissus urbains de la métropole, c'est quand même, donc en ville, c'est quand même la moitié, c'est des espaces, c'est du couvert végétal. Alors faire attention, c'est une empreinte végétale, donc c'est vu du dessus. Des fois on voit un arbre, ça ne veut pas dire qu'en dessous il y a de la terre, il peut y avoir du bitume. C'est un peu voilà, c'est quelque chose à prendre en compte en fait dans nos analyses, mais on voit qu'il y a quand même une partie qui est dédiée et du coup on voit l'intérêt en fait de s'intéresser au couvert végétal en ville qui prend déjà une certaine place. Et dans les espaces agricoles, on voit qu'il y a 60% sur ce couvert végétal qui est assez important. Il y a 60%, on est dans des strates herbacées, donc on va être dans des espaces agricoles qui sont cultivés ou sur des prairies. Aujourd'hui, ce qui va être très important là, c'est le rapport au sol, avoir des sols vivants dans les espaces agricoles, dans les espaces de prairies, et on va s'intéresser de plus en plus à ça, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'un sol en pelouse herbacée ou un sol agricole qui a été cultivé pendant 10 ans avec que du maïs, à la fin il devient compact, il est presque même plus perméable. Donc il faut aussi aller au-delà des questions du végétal et s'intéresser au sol. Voilà, du coup, comment intensifier ces actions de renaturation, déjà, il faut protéger le patrimoine existant. Je vous apprends rien, un arbre, ça met longtemps à pousser. En fait, il faut abattre un arbre et en planter un nouveau, c'est pas du tout la même chose. Il va falloir attendre très longtemps pour que l'arbre se développe et presque de longue. Protéger le patrimoine existant, c'est une des premières choses à faire. Pour le protéger, il y a l'entrée réglementaire, donc de ne pas couper les arbres d'alignement. Donc là, on peut plus. Les arbres sont beaucoup plus protégés. Les règlements d'urbanisme protègent de plus en plus, même pour le particulier, sur l'espace public. Et puis c'est aussi en prendre soin. Ça veut dire la débitumisation des pieds d'arbres, par exemple. Enlever le bitume qui est autour de l'arbre, c'est ramener de l'eau sur les racines de l'arbre pour qu'il puisse vivre et qu'il puisse s'épanouir. En ville, vous verrez plein d'arbres qui ne grandissent pas, par exemple, qui sont plantés et qui ont énormément de mal à s'épanouir parce qu'ils sont des fosses. Donc les fosses d'arbres, c'est vraiment la terre qu'on met au pied des racines, beaucoup trop petites, ils sont complètement imperméabilisés. Donc voilà, il faut aussi, c'est pas juste planter un arbre, c'est vivant et il faut l'accompagner et s'en occuper. Et notamment sur le piétinement des racines aussi, enfin il y a plein de choses à prendre en compte là-dessus. Planter en strates végétales diversifiées, c'est ce qu'on disait, c'est que par exemple sur les arbres, il faut arriver à mettre des strates arbustifs, il faut mettre plusieurs hauteurs de strates végétales pour qu'il y ait un écosystème qui se mette en place. De la pelouse toute seule, c'est pas forcément intéressant.
Et c'est vraiment avoir une vision globale de ça. Et puis une autre action, bien sûr, c'est débitumiser les sols minéraux qui sont des fois en masse, notamment, on va le voir tout à l'heure, mais sur des zones d'activité et même dans les cours d'école, par exemple, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde en ville, les taches rouges qui arrivent, les taches rouges de chaleur, d'îlots de chaleur qu'on va observer, on va les voir beaucoup dans les sites d'activité avec des nappes de parking, mais aussi dans des zones d'équipement. Les zones d'équipement, on va avoir une cour d'école, à côté d'une cour de collège, à côté d'un gymnase et d'un parking, et ça va créer vraiment une grosse étendue de chaleur. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à faire sur ces sols minéraux. Voilà, là c'était du coup à partir du moment où on a regardé le couvert végétal sur la métropole nantaise, donc dans les tissus urbains, on a regardé ce que ça donnait dans les différents types de tissus urbains, dans les différents types de quartiers. Ce qui a été intéressant, c'est voir dans les quartiers de centralité, on le voit, il y a une proportion plus importante d'espaces minéraux que de couverts végétales, mais pourtant on va avoir des endroits assez arborés. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait plus la ville est dense, plus les tissus urbains sont denses, moins il y a de pelouse, plus on va essayer aussi de planter des arbres et on va un peu densifier végétalement en fait chaque espace qu'on a végétal parce qu'on en a moins. Alors dans les quartiers pavillonnaires, on savait qu'on allait trouver du couvert végétal, on a une très forte proportion de pelouse aussi qui est présente. Oui, excusez-moi, je peux expliquer, on voit pas bien le graphique. C'est quoi les deux barres? Ouais, alors je vous explique, sinon vous pouvez le voir dans la synthèse, il y est, mais je vous l'explique. Du coup, c'est en fonction de tous les tissus urbains, donc quartier de centralité, grand ensemble, les pavillonnaires. On a fait, ça c'est la proportion du couvert végétal avec les trois couleurs, donc le vert clair c'est la strate herbacée, vert moyen clair entre les deux, on est entre 1 et 5 mètres et plus de 5 mètres, et ici c'est la proportion d'espaces minéraux avec ce qui est bâti et ce qui est en espace nu. Ça vous parle? Et du coup, voilà, c'était pour voir justement, est-ce que nous, ce qui va nous importer, c'est vraiment d'augmenter cette part-là d'espaces végétaux arbustifs et arborés. Donc voilà, pour faire un petit zoom sur les espaces d'activité, du coup, en fait, il y a des... Ouais, il y a eu des petits... Je suis désolée, il y a des photos qui se sont un peu déplacées. Sur ces deux cartes, en fait, ici, c'est une carte du couvert végétal... Oh, pardon. C'est une carte du couvert végétal, donc l'empreinte du couvert végétal vue du ciel. Et ça, c'est sur les îlots de chaleur. Donc en fait, plus c'est rouge, plus c'est chaud. Ça, c'est pareil, c'est l'agence qui a développé cet outil, donc toujours vue du ciel. Donc c'est, alors si je ne me trompe pas, c'était en 2018, le 12 juillet, donc une période où il faisait vraiment chaud. Et ben on va regarder quels endroits de la ville sont les plus chauds. Vous trouverez une synthèse aussi de Laurent sur ce sujet si vous voulez. Et ben on le voit bien, les endroits où c'est le plus chaud, c'est les endroits où il n'y a pas de végétation. Enfin, il n'y a rien à dire d'autre que de regarder la carte. Et on va retrouver des sites d'activité sur lesquels justement il n'y a pas cette végétation et ça va être celle-là, ces zones-là qui sont les plus rouges. Et du coup, sur ces sites d'activité, on va aussi retrouver beaucoup d'espaces enherbés, très secs, consommateurs d'eau, ou sur lesquels il y a vraiment un potentiel de renaturer ces espaces, de refabriquer du sol vivant et de planter des arbres et de la végétation. Ça, c'est sur les logements collectifs, du coup. C'est intéressant, c'était une étude qu'on avait fait sur un quartier nantais et on voyait que les taches de chaleur, donc en un peu plus zoomé, elles arrivaient beaucoup des grandes pelouses des logements collectifs. Et c'est pareil, c'est des endroits où en fait où l'herbe est sec et où il fait chaud, consommateur en eau. Et il y a vraiment, c'est un article du Monde qui était paru en 2020, la protection de la biodiversité démarre en bas de nos immeubles en fait. Il y a plein d'espaces en ville un peu délaissés ou qui peuvent vraiment être optimisés dans le végétal. Il y a une ville au Costa Rica, Curridabat, qui a développé toute une stratégie du végétal en donnant un statut juridique aux abeilles, par exemple. Et du coup, c'est vraiment la vision, ils ont développé une vision, c'est très intéressant, de la ville avec une vision d'abeilles, donc essayer de mettre du végétal, donc avec une grande qualité, une grande diversité de végétal, toujours très près
et pour avoir un maillage qui correspond aux insectes et qui correspond à la biodiversité. Et du coup, chaque petit espace est utilisé et densifié végétalement. Et là, c'est sur les logements individuels. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ça représente les quartiers, en fait, les maisons, les jardins de maison sont une part vraiment très très importante du couvert végétal à l'échelle métropolitaine, mais aussi à l'échelle nantaise. Du coup, ça va créer des cœurs d'îlots qui sont importants. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de thèses qui sortent sur la nature et sur l'arbre. Il y a énormément de dossiers. Il y a 10 ans, il y avait peut-être 1 ou 2 thèses sur l'arbre en ville. Enfin, il y a 15 ans. Aujourd'hui, on est à plus de, par an, on est à plus de 300 écrits là-dessus. Enfin, ça a pris de l'importance, on le sait. Il y en a de plus en plus. Et du coup, il y a une doctorante qui a fait une thèse justement sur cette importance des jardins, qui disait que 4700 mètres carrés de jardin dans un rayon de 100 mètres peut influer sur la biodiversité. En fait, si ce jardin il est en naturel et non pas en herbe coupée, et s'il est végétal. Et du coup, il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est la prise de conscience aussi collective sur la naturalité des jardins, l'accueil de la biodiversité. Et c'est ce qu'on va voir à la diapo suivante, mais c'est tout un changement de posture de se dire ah bah des ronces, ça amène de la biodiversité. Laisser des espaces un peu en friche dans mon jardin, c'est important. Et du coup, c'est aussi un changement de posture qui est assez important. Donc, réhabiliter la nature vivante. Un tas de feuilles est-il réellement sale? Aujourd'hui, on voulait vous en parler tout à l'heure, on travaille beaucoup sur les cours d'école, la végétalisation des cours d'école et des jardins de crèche. Quand on a commencé il y a 4 ans, on disait oh, mais les parents ils vont avoir peur que leurs enfants salissent, mais ça va être sale et tout. Ça change énormément. Actuellement, on a plus des parents qui disent s'il vous plaît, mettez-nous des arbres, on ne veut plus que nos enfants crament sur le bitume, enfin si je peux parler comme ça. Donc c'est déjà en train de changer. Mais c'est aussi des feuilles qui tombent et du coup qui peuvent boucher des gouttières et tout ça. Il y a des mairies, on a travaillé avec une mairie de Nantes Métropole, ils disaient mais on a tout le temps des appels de citoyens qui veulent couper les arbres parce que ça les gêne, ça met des feuilles. C'est toute une histoire de sensibilisation et vraiment de changement de posture qui est importante. Sur les changements de gestion et de pratique, c'est très très bien. Plus on met de végétation, plus il faut. Alors, de jardiniers, on va essayer d'avoir des systèmes qui sont plus écologiques. Donc les arbres par exemple, avant on mettait des arbres d'alignement près de grandes maisons, des arbres vraiment de haute stature et qu'il fallait tailler à chaque fois. Aujourd'hui on va être dans une réflexion, se dire si je mets un arbre de grande taille, je vais le mettre dans un grand espace pour pas avoir à le former à chaque fois et le tailler. Donc on va essayer d'avoir des systèmes écologiques qui demandent un peu moins de gestion aussi, qui sont plus proches du naturel. Mais par contre, il faut quand même changer nos systèmes de gestion et de pratique. On a besoin de plus de jardiniers. On a besoin aussi par exemple, l'exemple des cours d'école, il est flagrant. C'est que un des premiers, on a travaillé sur les jardins de crèche nantais. Une des premières actions qu'on a faites, c'est acheter des combinaisons de pluie aux enfants. Parce qu'en fait, ils avaient des jardins, mais ils ne sortaient pas, en fait. Parce qu'il y avait une dame avec 6 ou 7 enfants, elle disait, mais leur mettre leurs chaussures, leur mettre leur manteau et tout, j'ai pas le temps de sortir dans la journée. Et du coup, on a créé des petits vestiaires avec des combinaisons de pluie, et maintenant, ils vont plus dehors. C'est aussi tous ces changements de pratique qu'il faut prendre en compte. Et mobiliser l'ensemble des acteurs. On a vu que c'est 2/3 du couvert végétal qui est situé sur le foncier privé. 10 jardins de ville contigus et gérés en naturalité peuvent influer sur la biodiversité. Enfin, il y a un rôle aujourd'hui de tout le monde à faire là-dedans. Voilà. Je sais pas si j'enchaîne ou vous avez des questions ou je finis. Oui, allez-y. Je voudrais savoir, on a ce qui est assez précis pour savoir les espaces verts, les hauteurs des arbres et tout. Est-ce que ça va jusqu'à observer les balcons? Parce que sur les balcons, ceux qui n'ont pas de jardin, ils ont des arbustes, des choses comme ça. Et entre nous, quand on met de la verdure, il faut savoir que ça s'entretient. On peut laisser totalement un balcon avec... si on ne l'entretient pas, vous n'aurez pas de fleurs, vous n'aurez pas de... Oui, puis les plantes... Est-ce que votre appareil est assez précis? Non. Pour... On n'arrive pas encore à avoir les balcons des gens. Parce que si vous voulez, mais c'est important, parce que chacun a besoin
Moi, personnellement, je suis un petit chanceux, j'ai 2 balcons Oui, et j'ai l'espace vert qui est très appréciable et très agréable quand oui. il fait des grosses chaleurs. C'est tout. Mais ça s'entretient. Si vous ne l'entretenez pas, Bah oui, oui, ça oui. Puis, donne rien. tout ce qui est plantes en Parce pot qu'on de parle de toute jardinier, c'est bien les jardiniers, Ouais. mais on est soi-même responsable de ce qu'on construit. Oui. C'est la première chose qu'il faut savoir, parce que s'il faut appeler un jardinier pour... Non, Non, je parlais des jardins, j'étais plutôt sur les services de la ville qui doivent bien entretenir sûr, leur... bien sûr, oui, bien vous sûr, avez bien sûr, raison. bien sûr. Et puis tout ce qui est en pot, tout ce qui est donc sur les balcons et tout ça qui est en pot, ça va demander un entretien toujours aussi plus important aussi. Mais ça fait partie aussi des espaces verts. Mais ça fait partie, et on travaille sur des végétalisations de façades. Bien sûr. On essaye de... Là, on a un projet sur une crèche qui est au premier étage et du coup, on va mettre un peu comme sur la mairie à Nantes, je sais pas si vous voyez, il y a des plantes grimpantes qui montrent, mais on va essayer de les accrocher en pleine terre. On va pas, avant, il y a 15 ans, là, sur le musée du Quai Branly, là, avant, quand on faisait des murs végétalisés, c'était des systèmes très très compliqués avec un grand entretien et des espèces mises dans un bourg de mus. Aujourd'hui, on essaye d'aller au plus simple, en fait, souvent, et du coup... Mais en effet, tout ce qui est vertical, ça participe déjà au cadre de vie, mais aussi à la fraîcheur et est-ce que l'impact des balcons arborés comme ça a été étudié ou il y a un embryon de réponse? À Paris, ils ont plus travaillé là-dessus puisqu'ils sont dans il y a des études qui ont été faites et ce qu'ils disent, c'est que pour la biodiversité, ça va être intéressant d'avoir plein de petits points d'espace vert un petit peu partout. Après, il n'y a pas de... aujourd'hui, il n'y a pas d'études spécifiques pour se dire que sur le même balcon avec fleuri, végétalisé et pas végétalisé, ce qui fait plus chaud, mais ça... Après, la façon dont sont disposées les plantes, ça pourra faire un filtre au soleil et tout ça. Oui, de toute façon, c'est toujours bénéfique là-dessus. Je voulais savoir, les pelouses des stades, vous les traitez comment dans votre école? Et les pelouses des stades, donc du coup, c'était assez intéressant quand on a fait, ça a été une vraie question quand on a regardé. J'ai lu ça dans un article. Ouais, quand on a regardé la première fois qu'on a eu l'empreinte végétale et notamment surtout les îlots de chaleur, on avait plein de points rouges, donc ça c'était tous les stades en synthétique qui étaient rouges luisants. Donc ça nous a permis de pouvoir voir si les stades étaient en vraie pelouse ou en synthétique. On a réussi à bien faire la différence. Et après on les a laissés en termes de masse, on les a laissés dans la strate herbacée, c'était pas forcément significatif. On a enlevé tout ce qui était du coup pelouse synthétique, parce que comme c'est vert, on les voyait comme de l'espace végétalisé, on a facilement failli. Oui. Je voudrais revenir sur ce que monsieur disait au sujet des balcons, qui est très intéressant. Et je vais vous apporter aussi comme question, c'est qu'un balcon qui a des végétaux est beaucoup plus frais qu'un autre balcon. Après, ça va changer il y a tellement de choses à prendre en compte que oui. Après, si vous avez un balcon tourné... Oui. Non. La température du mur est beaucoup plus est supérieure à la température qu'il y a sur les feuilles de... Ouais, ça va faire un filtre. En fait, ça va vraiment faire un filtre avec la façade et ça va empêcher donc monsieur avait raison en disant que les balcons sont... bien sûr. Après, c'est de l'arrosage, Oui. Juste, moi, c'était un peu une petite réflexion par rapport à la slide que vous nous avez montrée entre les îlots de chaleur et la couverture végétale. Et puis, finalement, on voit qu'il y a de nouveau une vraie inégalité sociale vis-à-vis de cette question-là, puisque les quartiers, on va dire, les quartiers prioritaires de la ville, en tout cas, là, de ce que je regardais un petit peu, semble, et ça semble assez naturel vu comment ils sont construits. Très défavorisés aussi en termes de ça. Je sais qu'il y a aussi également des articles qui sont apparus ces derniers temps sur les passoires thermiques en été, parce qu'on en parle beaucoup l'hiver, mais on n'en parle pas beaucoup l'été, et c'est aussi un fait. Et est-ce que c'est une réflexion aussi qui vient dans les politiques de la ville pour un peu aussi apporter du végétal dans ces zones-là pour aussi augmenter la qualité de vie des personnes? Oui, par exemple, sur Nantes, on travaille sur les cours d'école végétalisées et le fait d'être dans un quartier prioritaire de la ville ce qu'il fallait prioriser était vraiment une priorité. On a pu en choisir notamment pour le quartier, mais aussi parce que c'est des enfants qui n'avaient pas de jardin, et tout ça, donc ça c'était pris en compte.
on voit qu'on a quand même, par exemple, tout le quartier de Malakoff, il y a eu une belle réhabilitation avec beaucoup d'arbres et tout ça, et quelque chose d'assez végétalisé, mine de rien. Et oui, c'est quand même assez bien pris en compte. Enfin, en tout cas, on sait qu'il y a un effort à faire et un marqueur dans cette issue de grands ensembles. Après, c'est toujours la question de ces grandes pelouses. Enfin voilà, faut les reconquérir, faut replanter, tout ça, ça prend du temps. Mais c'est assez dans les axes politiques quand même. Puis après, c'est l'usage en fait. C'est la question de l'usage après ces espaces de pelouse où il se passe rien. Qu'est-ce qu'on y fait? Comment on intègre les habitants? Enfin, du coup, c'est des choses aussi qui prennent du temps pour pas que ça soit aussi que la ville qui dit on végétalise, il faut qu'il y ait un projet un peu derrière. Est-ce que la place des toits végétalisés a été, ou a un impact, parce que c'est vrai que ça arrivé là, c'est quelque chose qui se fait plus en plus. Et est-ce que ça a un impact dans votre outil sur des zones justement qui sont plutôt bétonnées, Thermiquement, ça a un impact parce que pour le bâtiment, on a une surface de terre en dessous, donc ça permet d'isoler mieux le bâtiment. On a fait le choix aujourd'hui de ne pas prendre en compte les toitures végétalisées parce qu'en fait, c'est une question un peu technique, c'est que l'outil sur les toitures, des fois, il pouvait mal interpréter et du coup, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on regarde un peu plus spécifiquement en fait en termes d'outils, mais après quand on fait du développement de projets urbains, voilà, on préconise de faire des toits végétalisés pour rafraîchir la ville. On sait que ça a un impact, mais on n'a pas pu le prendre dans cette étude à très grande échelle sur toute la métropole nantaise parce qu'il y avait un peu de biais là-dessus. Je suis en train de penser, excusez-moi. Je me dis doigts partout. Je suis en train de penser par contre, alors si on doit privilégier les grands arbres de préférence, pourquoi est-ce qu'on a enlevé au niveau de commerce tout le long là jusqu'à, je sais plus, Carmina, loin, les grands arbres qui y étaient? Je ne sais pas. non, oui, c'est... Il y avait quand même des arbres qui étaient quand même un petit peu fatigués. Je sais bien que je n'ai pas trouvé ça extraordinaire de supprimer tous les arbres, mais c'était surtout pour rendre les façades de l'île Feydeau, les faire ressortir, parce que les arbres cachaient les façades. Ça aussi, on y repense aussi. Je pense que ce qu'il faut... Il y a des erreurs qui ont été faites, donc je ne connais pas spécifiquement ce projet, je sais c'était des arbres un peu vieillissants, après il y avait un parti pris architectural qu'on peut accepter ou pas, mais je pense qu'on verra ça de moins en moins en fait. On voit qu'aujourd'hui... Quoi? Il n'y en a plus. Non mais c'est des... Quand on est arrivé à travailler sur les cours d'école, c'était sur la ville de Nantes, donc c'est des études pour construire une école, c'est des études qui commencent 5 ans avant. Donc voilà, l'école avait été faite, donc il y avait déjà cette conscience du bâtiment thermique, mais les cours d'école restaient bitumés en fait. Et au moment de le construire, on s'est dit, on ne peut plus construire bitumé comme ça, mais du coup, il faut reprendre toutes les études, il faut refaire... En fait, les projets sont assez longs quand même à mettre en place, et les mentalités autour de la nature changent plus vite aussi. C'est pour ça que je ne veux pas défendre l'abattage des arbres à Feydeau, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne referait peut-être pas forcément pareil avec les dernières canicules et puis l'urgence un peu dans laquelle on... Sur les différents boulevards où justement il y a des grands arbres ici, boulevard Allard, enfin tous ces coins, le boulevard Coster, tout ça, le commerce, le Feydeau et tout. Après, il y a des abattages d'arbres réguliers aussi qui sont dus à des maladies, et ça, c'est très difficile des fois à expliquer aussi. Ouais, donc... Oui, je pense. Sur un sujet connexe, moi j'ai une question de circonstance pour donner le lieu où on est. Là, vous avez dans un endroit où le rond indique que c'est un des plus gros îlots de chaleur de métropole. Donc c'est Oui. Ici, il y a un site industriel de près de 3 hectares qui va être construit. Je voudrais savoir quel est votre sentiment.
avez des aspects de biodiversité, ces aspects de chaleur. Le site pour la réforme, enfin pour la terre, là, c'est ça? C'est ça, ouais. la dépollution de terre. Et... 3 hectares dans un site qui est déjà très en deçà des normes de chaleur et de biodiversité. Est-ce que c'est vraiment, puisqu'on parlait... je dirais que c'est assez... c'est très complexe. En fait, on est dans des lieux... C'est définitif. C'est provisoire ou définitif? Je crois que c'est derrière moi, le CHU. J'aurais pas une réponse exacte à vous apporter. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un projet qui parle de... En fait, comment... On parlait aujourd'hui de sol vivant et de refaire de la terre. Aujourd'hui, quand on fait des projets, souvent, on excave et on va enlever toute la terre, tous les remblais, et on va faire venir de très très loin une nouvelle terre qui est noble. Là, aujourd'hui, c'est un projet qui, alors moi je ne le connais pas très bien, mais qui veut essayer justement de travailler avec la terre sur place. Il y a beaucoup, à Lyon, ils font ça aussi sur l'île de Lyon. Enfin, comment en fait on travaille avec les éléments sur place, et c'est pas parce qu'on fait des espaces écologiques qu'il faut aller chercher des arbres qui viennent de loin et de la terre. Et c'est ce projet, de ce que j'ai entendu, c'est plutôt là-dessus, quoi. C'est vraiment travailler avec le... Après, ça crée... Le projet est effectivement très louable. La difficulté, c'est que pendant 12 ans, imperméabiliser les sols, traiter des métaux lourds, c'est... Ouais. Après, je connais pas assez pour avoir... C'est vraiment la direction de la culture. Ouais. Par rapport à votre conférence aujourd'hui. Oui, mais en fait, c'est ça qui est compliqué. Nous, on fait des écoles, les premières écoles, et à Paris, c'est pareil, toutes les premières cours d'école qui ont été faites qui étaient assez nature. Enfin, la terre, on allait la chercher je ne sais pas où. Enfin, c'était des camions qui venaient, des objets préfabriqués. Aujourd'hui, on essaye de construire. Là, on a fait notre premier jardin de crèche avec que des matériaux qui sont dans les 200 mètres autour du jardin de crèche, parce qu'un platane avait été abattu. On a pu réutiliser pour faire des trous de bois, on a pu faire des... Parce qu'il était malade, hein, c'était pas un platane. Non mais on a pu faire des... Mais du coup, la question du matériel local, elle est aussi importante à prendre en compte. Après, en effet, il faut quand même rajouter de la nature et on va être dans des contradictions hein, des fois et chercher. Moi, je peux pas vous en dire... Non mais c'est précieux déjà. Beaucoup, oui, c'est polémique en plus. Oui. Est-ce qu'il y a une réglementation sur les agrandissements de nouvelles constructions dans les zones commerciales en Paris, sur par exemple faire des parkings Aujourd'hui, avec le nouveau PLU, donc le nouveau règlement, le plume, là, qui est depuis, enfin je dis nouveau, mais ça fait facile 2-3 ans, il y a une obligation de gérer ces eaux de pluie à la parcelle. Donc ça veut dire qu'on est obligé de montrer qu'on a assez d'espace perméable pour gérer ces eaux de pluie. Et il y a un travail sur le CBS, donc le coefficient de biotope de surface, qui est un calcul assez complexe, qui prend en compte les toitures végétalisées, qui va en fait toutes les... Enfin c'est un calcul, donc il faut avoir par exemple un CBS de 1 dans des zones denses de 0,5 et ça va être calculé par rapport à si on a une toiture végétalisée, si on a du sol perméable. C'est assez précis. Par exemple, la taille de la toiture végétalisée, si ça fait 20 cm, c'est pas la même chose que si ça fait 40 cm. Si on a des massifs, donc avec des racines qui vont aérer la terre, c'est pas la même chose que si c'est là. Et tout ça, on est obligé de l'atteindre. Donc ça va limiter des agrandissements en fait, et de l'imperméabilisation là-dessus. Et après, il y a des règles d'urbanisme. C'est plutôt sur les nouveaux projets, sur les anciens, on ne peut pas faire. En fait, s'il y a un agrandissement, de toute façon, on dépose un permis de construire, donc on passe au crible quand même de ces choses-là. Comme vous disiez, 5 ans. C'est ça, pour le projet qui se lance. Alors, je parle pour les grands projets de la collectivité. Qui ont été donnés, avant ce PLU, où sont partis. Non, parce que quand je dis 5 ans, c'est que, en fait, il y a toute une phase sur... 5 ans, c'est un grand projet de collectivité. Pour faire une maison, par exemple, pour un particulier, ça on est plus dans les 2 ans. Alors, en fait, il y a l'étude et après, il y a la phase du permis de construire. Enfin, il y a l'esquisse permis de construire et après, il y a toutes les études techniques. Donc, le permis de construire, il n'est pas à la fin de ces 5 ans-là. Je ne sais pas si je suis... Oui. Voilà. Je continue ou... Parce que j'avais pas fini. Du coup, c'était pour vous montrer là, c'est le ZAN, je sais pas si ça vous parle. Si du coup,
Du coup, le zéro artificialisation nette, c'est le ZAN, donc c'est une nouvelle loi qui commence à sortir pour que les collectivités, donc c'est une loi nationale, pour que les collectivités ne s'agrandissent plus. En fait, zéro artificialisation nette, ça veut dire que si vous construisez par exemple sur 1 hectare, vous devez renaturer 1 hectare. Il faut qu'à la fin, ça soit zéro. Donc c'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis longtemps, qui est compliqué à mettre en œuvre parce que à partir de quand je compte 1 hectare, il y a une question d'échelle. Et du coup, on utilise le couvert végétal justement pour, dans ce cadre de travaux et des collectivités qu'on accompagne, pour regarder justement la part de surface minérale, donc pouvoir voir sur une carte, là on a des grandes surfaces minérales, ça vaut le coup de désimperméabiliser et de renaturer, puis aussi pour pouvoir voir les espaces qui sont vraiment à protéger. Donc on va utiliser le couvert végétal, notre cadastre vert là-dedans. Un autre exemple, c'est, voilà, là on est sur un PLU, donc un règlement d'urbanisme, sur lequel, là c'est sur le CBS, c'est ce que je vous explique, le coefficient de biotope par surface. Donc là on l'a appelé coefficient de naturalité. Et du coup, une surface imperméable, ça vaut 0. Une surface de pleine terre végétalisée, ça vaut 1,2. Et en calculant tout ça, on va avoir le droit à construire sur la parcelle. Avant, le droit à construire, c'était juste un gabarit. Il ne faut pas que ça fasse plus de X mètres. Et il faut qu'on soit collé à la limite parcellaire, soit 3 mètres. Il n'y avait aucune conscience de ce qu'il y avait en fait en termes de végétation. Là, ça permet d'avoir ça. Et puis là, on voit bien sur ce schéma les strates végétales dont je vous parlais tout à l'heure, avec la strate arborée, arbustive et herbacée, qui vont pouvoir créer des petits systèmes écologiques. Et là, par contre, c'est en sollicitant une autorisation d'urbanisme qu'on va reconnaître ça, ou c'est en fait, c'est le qui livre ça dans son achat immobilier ou... Non, c'est quand vous allez déposer un permis de construire. En fait, c'est, comme je disais, c'est quand vous allez vouloir soit agrandir votre maison, soit construire une nouvelle maison, vous allez être obligé de respecter cette règle. Donc ça s'applique à ce qui est nouveau, pas forcément à ce qui est ancien. Voilà, et puis ça, c'est d'autres travaux qu'on avait réalisés sur Nantes, Orvaux et Boye, où on arrivait à calculer par type d'îlot, par îlot, le pourcentage de couvert végétal, et qu'on essayait de mettre en lien avec les logements collectifs aussi, pour voir justement, essayer de voir les zones où les habitants n'ont pas de jardin et où il n'y a pas d'espace vert autour de chez eux comme zone prioritaire pour développer des couverts. Et puis là c'est sur les cours d'école, donc l'agence elle accompagne la ville de Nantes, la ville de Rezé et la ville d'Inde sur la végétalisation, enfin la transformation des cours d'école. Je trouve que c'est assez intéressant justement sur cette question de comment on concrétise un peu les leviers de l'adaptation climatique et comment on va mettre plus de végétal et désimperméabiliser, parce que là on est vraiment dans le concret et on voit qu'il y a d'autres enjeux en fait qui sont liés, notamment dans les cours d'école. C'est permettre à chaque enfant, fille et garçon, en situation de handicap ou pas, de trouver sa place individuellement et collectivement. En remettant dans la nature de la cour d'école, on s'attaque aussi à un grand symbole qu'on pourrait caricaturer par le terrain de foot, qui est souvent en plein milieu, en bitume. Et du coup, on arrive, on va mettre des arbres, on va décaler le terrain de foot, donc décaler la place un peu centrale où souvent il n'y a que des garçons. Et on va aussi, ce qui est très important, c'est ramener du sens et du rapport autour du vivant. On va ramener de l'imaginaire en mettant plutôt des jeux tels des cabanes, des grumes de bois. Enfin, ça va être aussi un autre rapport et un autre environnement qu'on transforme. Et voilà, du coup, j'ai mis un peu plein d'images, mais ici, ça c'est intéressant. C'est à un moment où on met de la nature, donc on va essayer de mettre de l'herbe dans une cour d'école, mais en fait, c'est un jardinier qui m'avait dit ça, mais un troupeau d'enfants, c'est pire qu'un troupeau de vaches pour l'herbe, vous en aurez plus. Une pluie et c'est foutu. Donc justement, on va réfléchir, voilà, on met de la végétation dans des cours d'école. Il y a des cours d'école qui sont très grandes, donc ça va être plus facile. Puis il y a des cours d'école, notamment de centre-ville, qui sont aussi très petites. Donc comment on va faire? Donc on va créer sur Ça c'est l'image d'une photo à Rennes, en fait c'est une pelouse sur lequel ils ont mis, dans une cour d'école, sur lequel ils ont mis un cheminement avec des pavés en pierre.
Et quand il pleut ou quand il y a eu des fortes pluies, les enfants ne peuvent pas marcher sur la pelouse, ils doivent marcher sur l'emmarchement en pierre, excusez-moi. Et du coup, voilà, ils apprennent aussi pourquoi on ne doit pas marcher sur la pelouse. Parce que en fait, le jour de forte pluie, vous allez l'abîmer parce qu'elle est plus fragile. Et c'est toute cette sensibilisation qu'on apporte dans les écoles. Là, c'est un jardinier qui, sur une des écoles, plante avec les enfants. Pour la petite histoire, on avait demandé au jardinier de planter avec les enfants. Il a dit, ah mais c'est pas mon rôle, moi je suis jardinier, je sais pas expliquer et tout. Il est resté 3 minutes, au bout de 3 minutes, il était par terre comme ça, à expliquer avec les enfants. Il s'est pris au jeu, les enfants posaient plein de questions. Et du coup, ça a réhabilité aussi pour les enfants le rôle du jardinier dans la ville. Et puis voilà, des systèmes de gestion, donc beaucoup de systèmes de protection des racines, des pieds d'arbres aussi dans les cours d'école. Comment on gère? Parce que la nature, c'est pas que idyllique. La nature, c'est des feuilles qui tombent, c'est de l'entretien, c'est de la saleté. Donc comment on gère ça concrètement? Puis là, je vous en ai parlé, c'est le platane qui a été abattu. Alors, c'est les branches qui ont été abattues et avec lequel on a pu refaire toute la cour de crèche. Donc, c'est des 200 mètres carrés, c'est pas énorme. À côté, on a été chercher le lausier pas loin avec des cabanes en osier vivant qui vivent autant des saisons. Enfin, du coup, on amène pas mal de choses dans la crèche. Et puis, voilà, là, ça c'est ma dernière image. Du coup, c'est les principes d'aménagement qu'on met en place, vous les retrouvez dans la publication. Comment on fait une cour d'école et un peu d'un côté très pratique, qu'est-ce qu'il faut dans une cour d'école, c'est ce qu'on arrête pas de dire, il faut des rangements. Il faut beaucoup de rangements, des bacs, parce qu'en fait les enfants ils vont manipuler la terre, donc il leur faut des seaux, puis il faut des balais. On achète plein de balais aux enfants pour qu'ils balayent. On a toujours un endroit où on va mettre les feuilles mortes pour qu'il n'y ait plus de sortants de la cour d'école autre part, parce qu'aujourd'hui les feuilles qui sont en ville, elles sont... on n'utilise pas cette matière en fait des feuilles aujourd'hui. Donc là l'idée c'est les laisser dans la cour pour en faire du compost, pour mettre dans les buissons, pour faire du paillage, le potager, puis garder quand même des zones bitumées ou les zones où les enfants peuvent courir, et puis à côté des entrées des classes, parce que si on met de la terre juste à côté de la classe, ça va pas. Là, une des premières cours d'école qu'on a faites, les personnes du nettoyage me disaient j'ai déjà cassé 3 aspirateurs cette semaine parce que les copeaux en bois rentraient dans les tuyaux et tout. Donc après voilà, on a retravaillé ça, mais c'est plein de changements d'habitude et pour tout le monde que de mettre la nature. Et je trouve que les cours d'école c'est un bel exemple de tout ça parce qu'on s'attaque à un beau sujet, et puis il y a aussi une valeur symbolique et pédagogique pour éduquer nos enfants de demain. Voilà.